Darren se tenait dans le grand hall de son manoir, fixant sa mère, Lena. Elle portait sa vieille robe délavée, celle qu'elle portait depuis des années. Ses mains étaient rugueuses à force de laver le linge et de préparer les repas pour lui lorsqu'il n'avait rien. Aujourd'hui, il avait tout, l'argent, le pouvoir, le respect. Mais sa future épouse, Sefa, voulait que Lena parte. Sefa disait que Lena leur faisait honte avec ses manières de villageoise. Darren croisa le regard plein d'espoir de sa mère et sentit son cœur se glacer. Sefa descendit l'escalier de marbre dans sa robe de soie. Ses talons claquaient sur le sol. Elle s'arrêta à côté de Darren et afficha ce beau sourire qui lui faisait tout oublier. Elle lui murmura à l'oreille que sa mère mettait les domestiques mal à l'aise, que les invités riaient de la façon dont Lena mangeait avec les mains, et qu'un homme de son rang méritait mieux. Darren hocha lentement la tête. Il avait trop travaillé pour bâtir cette vie. Il ne laisserait personne la détruire. Lena tendit la main pour toucher le visage de son fils. Darren recula. Il lui dit qu'elle devait partir. Les yeux de Lena se remplirent de larmes. Elle demanda où elle irait. Darren sortit une enveloppe remplie d'argent et la lui tendit. Il dit que c'était suffisant pour louer une petite chambre au village. Les mains de Lena tremblaient lorsqu'elle la prit. Elle lui demanda s'il se souvenait du jour où elle avait vendu son alliance pour payer ses frais de scolarité. Darren détourna le regard. Sifa s'éclaircit bruyamment la gorge. Elle rappela à Darren que son père venait dîner et qu'il ne pouvait pas avoir sa pauvre mère en train de servir la nourriture comme une domestique. Darren appela le chauffeur. Il lui ordonna de conduire Lena au village et de l'y laisser. Lena rassembla son petit sac de quelques affaires. Elle avança lentement vers la porte. Elle se retourna une fois. Darren montait déjà les escaliers avec Sifa. Il ne se retourna pas. La voiture traversa les rues de la ville en direction du village. Lena était assise à l'arrière, serrant son sac contre elle. Le chauffeur la regardait pleurer dans le rétroviseur, mais ne dit rien. Ils dépassèrent les grands immeubles et les boutiques luxueuses. Bientôt, les routes devinrent caoteuses et poussiéreuses. Le village apparut, petit et oublié. Le chauffeur s'arrêta à l'entrée du marché. Il lui montra une rangée de petites chambres à louer, puis repartit rapidement. Lena resta seule avec son sac. Les gens passaient sans la regarder. Elle trouva le propriétaire, un vieil homme nommé Boto. Il lui montra une chambre aux murs fissurés et au toit qui fuyait. Lena compta l'argent que Darren lui avait donné. Boto le prit et lui remit une clé rouillée. La chambre sentait la moisissure. Il n'y avait qu'une natte au sol et une chaise cassée. Lena s'assit et pleura jusqu'à en avoir mal à la gorge. Les jours passèrent lentement. Lena se réveillait chaque matin au champ des coqs. Elle achetait du pain et de l'eau au marché avec le peu d'argent qui lui restait. Les femmes du marché chuchotaient quand elle passait. Elle savait qu'elle était la mère rejetée par son fils riche. Certaines riaient, d'autres secouaient la tête. Lena gardait les yeux baissés. Elle se souvenait de la joie avec laquelle elle dansait quand Darren rapportait de bonnes notes. À présent, ses souvenirs lui semblaient mensongers. Pendant ce temps, Darren et Sifa vivaient dans le luxe. Ils organisaient des fêtes chaque week-end. Des personnes importantes venaient dans leur manoir. Sifa portait des boucles d'oreilles en diamant et des bracelets en or. Darren lui acheta une nouvelle voiture. Elle l'embrassait en lui disant qu'il était l'homme le plus intelligent du monde. La nuit, Darren pensait parfois à sa mère, mais Sifa le serrait contre elle et ses pensées disparaissaient. Il se persuadait qu'il avait fait le bon choix. Un matin, un homme étrange arriva au bureau de Darren. Il portait un costume simple et tenait une mallette en cuir. Il se présenta comme Mo, un avocat venu de la capitale. Il dit qu'il avait des informations importantes concernant la famille de Darren. Darren fronça les sourcils. Il lui répondit que sa seule famille était sa femme. Mo sourit légèrement et dit que ce n'était pas tout à fait vrai. Il posa un dossier sur le bureau de Darren. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos et des documents. Darren fixa les papiers. Il montrait son père, un homme qu'il n'avait jamais connu. Mo expliqua que le père de Darren avait été un riche homme d'affaires décédé 20 ans plus tôt. Il avait tout légué à Darren dans un testament secret, mais à une condition. Darren devait prendre soin de sa mère, Lena, avec respect et bienveillance. S'il échouait, tout l'héritage irait à des œuvres de charité. Les mains de Darren se mirent à trembler. Il demanda comment quelqu'un pouvait le savoir.
Mo expliqua que des enquêteurs surveillaient la situation. Ils avaient vu Darren chasser sa mère. Ils avaient des photos de Lena dans cette chambre misérable. Ils avaient des témoignages des femmes du marché. Mo sortit d'autres documents montrant l'ampleur de l'héritage. Usines, terres, comptes bancaires valant des millions. Tout serait perdu dans 30 jours si Darren ne réparait pas ce qu'il avait fait. Mo se leva et dit que le choix appartenait à Darren, puis quitta le bureau. Darren resta figé à son bureau. Sa secrétaire frappa, mais il ne répondit pas. Il pensa à tout l'argent qu'il allait perdre, aux entreprises et aux propriétés. Tout ce qu'il croyait avoir bâti seul venait en réalité de l'empire de son père. Sa propre société n'en était qu'une petite partie. Sans l'héritage complet, il perdrait le respect, et ses concurrents l'écraseraient. Il attrapa son téléphone pour appeler Sefa, puis s'arrêta. Elle ne devait pas savoir. Ce soir-là, Darren se rendit seul au village. Il dit à Sefa qu'il avait une réunion d'affaires. Le soleil se couchait lorsqu'il arriva. Il demanda où vivait Lena. On lui montra la rangée de chambres délabrées. Darren frappa à la porte. Lena ouvrit lentement. Son visage était amaigri, ses yeux fatigués. Elle fixa son fils, choquée. Darren entra dans la pièce et regarda autour de lui. Les conditions étaient terribles. Il en eut la nausée. Il dit à Lena qu'elle devait rentrer à la maison. Lena secoua la tête. Elle déclara qu'elle préférait rester ici plutôt que de vivre là où elle n'était pas désirée. Darren haussa le ton, disant que ce n'était pas une demande. Lena lui demanda pourquoi il se souciait soudain d'elle. Darren ne pouvait pas lui dire la vérité. Il inventa un mensonge, disant qu'elle lui manquait. Lena éclata d'un rire amer et le traita de menteur. Elle lui ordonna de partir. La panique monta dans la poitrine de Darren. Il tenta de lui attraper le bras, mais elle se dégagea. Elle lui dit que s'il voulait vraiment qu'elle revienne, il devait s'excuser, reconnaître qu'il avait eu tort et promettre de la traiter avec respect. L'orgueil de Darren luttait contre sa peur. Il pensa à l'héritage qui lui échappait. Finalement, il murmura des excuses. Lena scruta son visage. Elle n'y vit aucune émotion sincère, seulement de la peur. Elle lui dit que ses excuses ne valaient rien et lui ordonna de quitter sa chambre. Darren rentra à son manoir tard dans la nuit. Sefa l'attendait dans la chambre. Elle lui demanda où il était allé. Darren répondit qu'il s'agissait de problèmes professionnels. Sefa l'entoura de ses bras et dit que, quoi qu'il arrive, ils s'en sortiraient ensemble. Darren voulut tout lui dire, mais les mots ne vinrent pas. Sefa ne comprendrait jamais. Elle l'avait épousé pour sa richesse et son statut. Si elle connaissait la vérité, elle pourrait partir. Le lendemain matin, Meshko appela Darren. Il lui demanda s'il avait contacté sa mère. Darren répondit qu'il avait essayé, mais qu'elle avait refusé de revenir. La voix de Meshko se fit glaciale. Il lui dit qu'il lui restait 28 jours. Le testament était clair. Lena devait vivre avec lui, être bien traitée et réellement aimée. Les enquêteurs vérifieraient tout. Si Lena était malheureuse ou maltraitée, l'héritage serait perdu. Meshko lui rappela que le temps pressait, puis raccrocha. Darren n'arrivait plus à se concentrer sur son travail. Il annula des réunions et s'en prit à ses employés. Son assistant lui demanda s'il était malade. Darren s'enferma dans son bureau. Il pensa à dire la vérité à Sefa, mais chaque fois qu'il imaginait sa réaction, il se sentait mal. Elle serait furieuse qu'il lui ait caché un tel secret. Elle lui reprocherait de mettre l'héritage en danger. Peut-être même le quitterait elle. Il ne pouvait pas prendre ce risque. Cet après-midi-là, Darren retourna au village. Cette fois, il apporta des cadeaux, des tissus coûteux, des bijoux, du parfum. Il frappa à la porte de Lena. Elle ouvrit et vit les cadeaux. Son expression ne changea pas. Elle lui demanda ce qu'il voulait maintenant. Darren répondit qu'il voulait arranger les choses. Il dit qu'il lui construirait une belle maison au village. Il lui enverrait de l'argent chaque mois. Elle pourrait vivre confortablement. Mais elle devait dire aux gens qu'il était un bon fils. Lena repoussa les cadeaux vers lui. Elle dit qu'elle ne voulait ni de son argent ni de sa culpabilité. Elle voulait le fils qu'elle avait élevé, le garçon qui la serrait dans ses bras et la remerciait pour chaque sacrifice. Ce garçon-là avait disparu. À sa place se tenait un étranger qui ne pensait qu'à lui-même. Darren sentit la colère monter. Il dit qu'elle était têtue,
qu'elle devrait être reconnaissante qu'il lui offre quoi que ce soit. Les yeux de Léna se remplirent de larmes. Elle lui claqua la porte au nez. Darren resta assis dans sa voiture, devant la chambre. Il regarda les villageois passer. Certains fixaient sa voiture luxueuse. D'autres chuchotaient entre eux. Il se sentit idiot. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il n'arrivait pas à convaincre sa propre mère de l'aider. Il pensa à la forcer. Peut-être pourrait-il engager des gens pour la contraindre à coopérer. Mais au fond de lui, il savait que les enquêteurs verraient clair dans ce genre de manœuvre. Il voulait une réconciliation sincère, quelque chose qu'il ne savait pas offrir. Les jours passèrent. Darren essaya tout. Il envoya des médecins pour examiner Léna, elle les renvoya. Il proposa de payer le propriétaire pour qu'elle vive sans loyer. Botto refusa, disant que Léna était sa meilleure locataire parce qu'elle ne se plaignait jamais. Darren alla même voir le chef du village. Le chef, un vieil homme nommé Rudo, écouta sa demande, puis éclata de rire. Il dit que Darren avait fait son choix le jour où il avait chassé sa mère. Maintenant, il devait en assumer les conséquences. Dites-nous en commentaire d'où vous regardez. Est-ce New York, Londres, l'Afrique du Sud, la Jamaïque, le Canada ou ailleurs? Nous voulons le savoir. Et si vous appréciez cette histoire, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Partagez-la avec vos amis et votre famille pour que davantage de personnes puissent entendre ce récit. Maintenant, continuons. Sifa commença à remarquer le comportement étrange de Darren. Il était toujours sur son téléphone. Il quittait la maison à des heures inhabituelles. Il mangeait à peine le dîner. Un soir, elle l'affronta et exigea de savoir ce qui se passait. Darren tenta d'éluder. Sifa attrapa son téléphone. Elle vit des appels et des messages venant de numéros qu'elle ne reconnaissait pas. Elle vit des messages parlant de sa mère. Son visage devint rouge de colère. Elle demanda pourquoi il parlait de cette vieille femme. Darren n'eut pas le choix. Il parla à Sifa du testament, de l'héritage et de la condition. Sifa écouta en silence. Lorsqu'il eut terminé, elle explosa. Elle cria qu'il était idiot, qu'il aurait dû lui dire dès le début, qu'ils auraient pu régler ça ensemble. Darren tenta de la calmer. Elle lança un vase à travers la pièce, il se brisa contre le mur. Elle déclara que s'il perdait cet argent, elle le quitterait. Elle était sérieuse. Sifa prit alors le contrôle de la situation. Elle dit qu'ils iraient ensemble au village. Ils joueraient une scène parfaite. Ils convaincraient Léna et les enquêteurs que tout allait bien. Darren jouerait le fils aimant, et Sifa la belle-fille attentionnée. Tout serait une comédie, mais une comédie convaincante. Darren se sentit soulagé. Enfin, quelqu'un l'aidait. Il ne se rendait pas compte que Sifa avait ses propres plans. Le lendemain, Darren et Sifa arrivèrent au village dans leur voiture de luxe. Sifa portait une robe simple, essayant d'avoir l'air humble. Ils frappèrent à la porte de Léna. Léna ouvrit et les vit tous les deux. Son visage se durcit. Sifa sourit doucement et dit qu'ils étaient venus s'excuser, qu'elle avait eu tort de demander à Darren de chasser Léna, et qu'elle voulait qu'elle rentre à la maison. Léna regarda Sifa avec méfiance. Elle voyait le mensonge dans ses yeux. Léna les invita à entrer dans la petite chambre. Il n'y avait nulle part où s'asseoir, à part la natte et la chaise cassée. Sifa afficha un air dégoûté, mais le cacha rapidement. Darren restait là, mal à l'aise. Léna leur demanda directement pourquoi ils étaient vraiment là. Sifa mentit avec aisance. Elle dit qu'elle avait grandi sans mère, qu'elle avait été jalouse, et qu'elle comprenait maintenant à quel point la famille était importante. Léna écouta sans expression. Quand Sifa eut terminé, Léna dit qu'elle ne croyait pas un seul mot de ce qu'elle venait de dire. Le masque de Sifa glissa un instant. La colère passa dans ses yeux, mais elle se reprit vite. Elle supplia Léna de leur donner une autre chance et promit que les choses seraient différentes. Léna se tourna vers Darren et lui demanda si Sifa connaissait l'histoire de l'héritage. Le silence de Darren fut une réponse suffisante. Léna rit tristement. Elle dit qu'elle savait que son fils n'avait pas changé. Il ne pensait toujours qu'à l'argent. Elle lui ordonna de partir. Sifa tenta de protester, mais Léna ouvrit la porte et leur montra la sortie. Dans la voiture, Sifa cria sur Darren. Elle dit que sa mère était impossible, que certaines personnes ne pouvaient pas être aidées. Darren défendit faiblement Léna, disant qu'elle avait des raisons de ne pas leur faire confiance.
Sifa répondit qu'ils avaient besoin d'un nouveau plan, quelque chose de plus radical. Darren lui demanda ce qu'elle voulait dire. Sifa expliqua qu'il rendrait la vie de Lena au village si difficile qu'elle n'aurait pas d'autre choix que de revenir. Darren se sentit mal à l'aise, mais acquiesça. Le temps pressait. Sifa engagea des gens pour causer des problèmes à Lena. Le propriétaire, Botto, augmenta soudainement son loyer. Les vendeurs du marché augmentèrent leur prix lorsqu'elle venait acheter de la nourriture. Les femmes qui la saluaient autrefois commencèrent à l'ignorer. Lena remarqua ces changements sans en comprendre la raison. Elle compta l'argent qui lui restait et réalisa qu'elle ne pourrait plus rester longtemps. Elle se sentit piégée. Revenir vers Darren signifiait accepter son amour hypocrite, rester signifiait mourir lentement de faim. Un soir, Lena alla chercher de l'eau au puits du village. Un groupe de jeunes hommes lui barra le passage. Ils dirent que le puits était réservé aux habitants du village et que les étrangers devaient payer. Lena expliqua qu'elle vivait ici désormais. Ils rirent et dirent que tout le monde savait qu'elle n'était que la mère rejetée d'un homme riche. L'un d'eux renversa son seau, répandant l'eau. Lena tomba à genoux en essayant d'en sauver un peu. Les gens regardaient, mais personne n'aida. Lena retourna dans sa chambre, trempée et épuisée. Son corps lui faisait mal. Son cœur lui faisait encore plus mal. Elle pensa mettre fin à sa souffrance. Peut-être vaudrait-il mieux disparaître, laisser Darren vivre sa vie sans culpabilité. Puis elle se souvint de toutes les années où elle s'était battue pour lui offrir un avenir. Les 3 emplois qu'elle avait cumulés, la faim qu'elle avait endurée pour qu'il puisse manger. Cette femme-là n'abandonnerait pas. Elle était toujours quelque part en elle. Le lendemain matin, Lena alla voir le chef Rudo. Elle lui raconta tout ce qui se passait. La manière dont on la traitait mal, la hausse constante des prix, et ses soupçons que Darren en était responsable. Rudo caressa sa barbe blanche. Il dit avoir entendu des murmures parlant d'un homme riche qui payait des villageois pour créer des problèmes. Il promit d'enquêter. Lena le remercia et s'en alla. Elle ne savait pas s'il l'aiderait, mais au moins quelqu'un l'écoutait. Rudo convoqua une réunion du village ce soir-là. Tout le monde se rassembla sous le grand arbre au centre du village. Rudo demanda qui avait été payé pour maltraiter Lena. D'abord, personne ne parla. Puis Botto se leva. Il avoua qu'une femme de la ville lui avait donné de l'argent pour augmenter le loyer de Lena. D'autres vendeurs reconnurent la même chose. Les jeunes hommes qui avaient renversé son eau avaient honte. Rudo demanda qui était cette femme de la ville. Quelqu'un dit qu'elle s'appelait Sifa. La nouvelle de la réunion parvint à Darren par son chauffeur, dont la famille vivait au village. Darren affronta Sifa ce soir-là. Il lui demanda si elle avait vraiment payé des villageois pour tourmenter sa mère. Sifa ne nia pas. Elle dit que les temps désespérés exigeaient des mesures désespérées et qu'il ne leur restait que 2 semaines. Darren se sentit malade. Il lui dit qu'elle était allée trop loin. Sifa rit et répondit qu'il avait commencé en chassant sa mère, et qu'il n'avait plus le droit de la juger. Darren ne dormit pas cette nuit-là. Il revoyait sans cesse le visage de sa mère au puits, mouillé, fatigué, seul. Il se souvenait de la façon dont elle chantait en préparant le dîner dans leur ancienne maison, de la manière dont elle gardait toujours les meilleurs morceaux de viande pour lui, de la façon dont elle ne se plaignait jamais, même malade. Il avait payé tout cet amour par la cruauté, et maintenant, il rendait les choses encore pires. L'héritage n'avait plus aucune importance. Il voulait seulement réparer ce qu'il avait brisé. Le matin, Darren se rendit au village sans prévenir Sifa. Il alla directement chez le chef Rudo et lui avoua tout. Le testament, la condition, les manigances. Rudo écouta attentivement. Quand Darren eut terminé, Rudo dit qu'il avait déjà connu des hommes comme lui, des hommes qui n'apprenaient la valeur de l'amour qu'au moment où ils étaient sur le point de perdre tout le reste. Il lui demanda ce qu'il comptait faire maintenant. Darren répondit qu'il n'en savait rien. Rudo lui dit que la réponse était simple, devenir le fils que Lena méritait. Darren se rendit à la chambre de Lena. Cette fois, il ne venait avec rien. Ni cadeau, ni mensonge, seulement lui-même. Lena ouvrit la porte et vit son fils debout devant elle, les larmes aux yeux. Elle ne l'avait jamais vu pleurer auparavant. Darren tomba à genoux. Il s'excusa pour tout. Il dit qu'il avait été stupide, que l'argent et le statut l'avaient aveuglé, qu'il avait oublié celle qui lui avait tout donné. Lena resta silencieuse, le regardant pleurer. Darren lui parla du testament. Il expliqua tout,
l'héritage, la condition, l'échéance. Il avoua avoir essayé de la tromper pour la faire revenir, que Séfa avait empiré les choses, mais qu'à présent il se moquait de l'argent. Il voulait seulement que sa mère lui pardonne. Léna l'écouta jusqu'au bout. Puis elle lui posa une question. S'il n'y avait pas d'héritage, voudrait-il quand même qu'elle revienne? Darren leva les yeux et répondit oui. Il le pensait sincèrement. Léna l'aida à se relever. Elle le regarda longtemps dans les yeux. Elle y vit un vrai regret, une vraie douleur. Mais elle y vit aussi le même garçon égoïste qui l'avait chassé. Elle lui dit que les mots étaient faciles et que le véritable changement prenait du temps. S'il voulait vraiment son pardon, il devait le prouver, non pas en la ramenant dans son manoir, mais en lui montrant qu'il avait compris ce qui comptait vraiment. Darren demanda comment faire. Léna répondit qu'il le découvrirait. Darren rentra chez lui, confus. Séfa l'attendait. Elle lui demanda si Léna avait accepté de revenir. Darren répondit non. Séfa paniqua. Elle dit qu'il ne leur restait que 10 jours, qu'ils allaient tout perdre. Darren répondit que peut-être il méritait de tout perdre. Sifa le regarda comme s'il était fou. Elle dit qu'il abandonnait, qu'elle ne l'avait pas épousé pour devenir pauvre. Quelque chose se brisa en Darren. Il dit à Séfa que si l'argent était la seule chose qui comptait pour elle, alors peut-être qu'il n'avait jamais eu un vrai mariage. Le visage de Sifa se déforma de rage. Elle dit que Darren était pathétique, que sa mère l'avait rendu faible. Elle attrapa son sac et ses clés, disant qu'elle allait chez son père. Quand Darren aurait retrouvé la raison, il pourrait l'appeler. D'ici là, elle ne voulait plus le voir. Elle partit en claquant la porte. Darren resta seul dans son immense manoir vide. Pour la première fois, il réalisa à quel point cet endroit était froid et sans vie. Tant d'espace, mais aucune chaleur, aucun amour. Les jours suivants, Darren réfléchit beaucoup. Il repensa à son enfance, manger du riz nature avec Léna parce que c'était tout ce qu'il pouvait se permettre, l'avoir travaillé tard dans la nuit à coudre des vêtements pour les riches, son sourire quand il lui montrait ses récompenses scolaires. Ses souvenirs lui semblaient plus réels que tout ce qu'il vivait maintenant. Il comprit qu'il avait poursuivi les mauvaises choses. Le succès ne signifiait rien si l'on n'avait personne avec qui le partager. Il prit une décision. Il renoncerait à l'héritage. Il vendrait le manoir et les voitures de luxe. Il vivrait dans une maison simple et mènerait une vie simple. Mais avant tout, il devait vraiment se réconcilier avec sa mère, non pour l'argent ou des conditions, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Il retourna au village. Cette fois, il n'alla pas directement chez Léna. Il se rendit au marché, acheta des légumes et du riz, puis loua un petit espace de cuisine en plein air. Darren se mit à cuisiner. Il était très mauvais. Il brûla le riz, coupa mal les légumes. Les femmes du marché le regardaient en riant. Elles se demandaient ce que faisait cet homme riche. Darren répondit qu'il préparait le dîner pour sa mère, comme elle l'avait toujours fait pour lui. Certaines trouvèrent cela amusant, d'autres lui donnèrent des conseils. Peu à peu, Darren s'améliora. Au coucher du soleil, il avait un plat de riz aux légumes qui semblait à peu près mangeable. Il le porta avec précaution jusqu'à la chambre de Léna. Elle ouvrit la porte et le vit tenant la marmite, de la vapeur s'en échappant. Elle sentit l'odeur. Ce n'était pas parfait, mais c'était fait avec effort. Darren lui dit qu'il avait cuisiné pour elle, qu'il voulait faire pour elle ce qu'elle avait toujours fait pour lui. Les yeux de Léna s'adoucirent. Elle l'invita à entrer. Ils s'assirent sur la natte et mangèrent ensemble. Le riz était un peu brûlé, les légumes coupés de façon inégale, mais Léna dit que c'était le meilleur repas qu'elle ait mangé depuis longtemps. Ils parlèrent en mangeant. Ils parlèrent vraiment. Darren confia ses peurs, son sentiment de ne jamais être assez bien, sa croyance que l'argent lui apporterait le respect. Léna l'écouta. Elle lui dit qu'elle avait toujours été fière de lui, non à cause de son succès, mais parce qu'il était son fils. Elle lui expliqua qu'elle voulait seulement qu'il se souvienne d'où il venait, qu'il reste humble et bienveillant. Darren comprit qu'il avait oublié tout cela. Il rendit visite à Léna chaque jour. Il apportait de la nourriture, réparait les fuites du toit, repeignait les murs fissurés, s'asseyait avec elle pour écouter ses histoires. Les villageois observaient cette transformation. Certains étaient sceptiques, d'autres profondément touchés. Le chef Rudo dit à Léna que son fils semblait différent. Léna acquiesça, mais ajouta que seul le temps le dirait. Elle avait été trop blessée pour faire confiance facilement. Pourtant, peu à peu,
ses barrières s'effondraient. Une semaine avant la date limite de l'héritage, Meko se présenta au manoir de Darren. Il trouva étrange que personne ne réponde à la porte. Un voisin lui dit que Darren séjournait au village. Meko s'y rendit et trouva Darren en train de balayer devant la chambre de Lena. Surpris, il lui demanda ce qu'il faisait. Darren répondit qu'il prenait soin de sa mère. Meko lui demanda si Lena allait retourner vivre au manoir. Darren répondit non, qu'il resterait ici avec elle. Meko lui rappela le testament et la condition. Darren dit qu'il comprenait, mais qu'il ne faisait plus cela pour l'héritage. Il le faisait parce que c'était juste. Meko l'observa attentivement, puis demanda à parler à Lena. Darren l'appela. Meko demanda à Lena si son fils avait changé, s'il la traitait bien, et si elle croyait sa transformation sincère. Lena regarda Darren. Elle dit qu'il faisait des efforts, qu'il avait encore beaucoup de chemin à parcourir, mais que oui, elle le croyait. Meko hocha lentement la tête. Il expliqua que son enquête avait révélé des efforts authentiques. La cuisine, les réparations, les visites quotidiennes. Il dit que la condition du testament concernait le respect et l'attention, pas seulement le lieu de vie. Selon lui, Darren avait rempli cette condition. Mais il restait une dernière épreuve. Darren devait faire un choix, accepter l'héritage et retourner à son ancienne vie, ou y renoncer et continuer cette vie simple auprès de sa mère. Il avait jusqu'à la date limite pour décider. Darren n'hésita pas. Il dit qu'il choisissait sa mère. L'argent ne lui avait apporté que du malheur. Meko sourit pour la première fois. Il dit que c'était la bonne réponse. Il expliqua que cette ultime épreuve portait sur les priorités. Le père de Darren était un homme riche mort seul parce qu'il avait privilégié l'argent aux relations humaines. Il avait créé ce testament en espérant que son fils serait différent. En choisissant Lena plutôt que la richesse, Darren avait réussi l'épreuve. Il obtiendrait l'héritage, mais surtout, il avait retrouvé son humanité. Lena se mit à pleurer. Elle serra Darren fort dans ses bras. Elle lui dit qu'elle était fière de lui, non à cause de l'argent, mais parce qu'il avait retrouvé le chemin pour devenir une bonne personne. Darren pleura aussi. Il s'excusa encore, disant qu'il passerait le reste de sa vie à se racheter. Lena répondit qu'il l'avait déjà fait. Ils restèrent là, enlacés, tandis que les villageois se rassemblaient autour d'eux. Même le chef Rudo avait les larmes aux yeux. C'était un moment de véritable rédemption. Mais l'histoire n'était pas terminée. Sifa apprit que l'héritage était assuré. Elle revint chercher Darren, s'attendant à retourner vivre au manoir. Elle arriva au village dans sa voiture de luxe et trouva Darren vivant dans une petite maison qu'il avait louée à côté de la chambre de Lena. Elle était confuse. Elle exigea de savoir pourquoi il vivait encore dans cet endroit misérable. Darren lui parla de son choix, du fait qu'il avait choisi sa mère plutôt que la richesse, et de ses projets d'utiliser l'héritage autrement. Sifa n'en croyait pas ses oreilles. Elle dit qu'il était censé prendre l'argent et continuer leur vie luxueuse. Darren répondit que cette vie était terminée. Il comptait garder juste assez d'argent pour vivre confortablement et donner le reste à des œuvres de charité. Construire des écoles et des hôpitaux, aider des personnes comme sa mère qui n'avaient rien. Le visage de Sifa devint pourpre de rage. Elle le traita d'idiot et déclara qu'elle voulait divorcer. Darren accepta calmement. Il dit qu'elle méritait quelqu'un capable de lui offrir la vie qu'elle désirait, et que lui n'était plus cet homme. Sifa partit furieuse, menaçant d'avocats et de procès. Darren ressentit un profond soulagement en la regardant s'éloigner. Il comprit qu'il ne l'avait jamais vraiment aimée. Il avait aimé ce qu'elle représentait, la beauté, le statut, la réussite. Mais tout cela était creux. Le véritable amour était celui que Lena lui avait montré. Le sacrifice, la loyauté, le pardon. Il retourna à l'intérieur pour dîner avec sa mère. Ils mangèrent un repas simple et rirent ensemble. Cela ressemblait à un vrai foyer. Les semaines passèrent. Darren commença à travailler sur ses projets caritatifs. Il visita des écoles dans des zones pauvres. Il parla à des malades dans des hôpitaux qui ne pouvaient pas se payer des soins. Il rencontra des familles vivant dans des conditions terribles. Chaque personne lui rappelait les épreuves de sa mère. Il finança des frais médicaux, paya des frais de scolarité et construisit des puits d'eau potable. Le travail était difficile, mais profondément gratifiant. Pour la première fois depuis des années, il sentit que sa vie avait un sens.
Léna observa la transformation complète de son fils. Elle l'aida dans ses actions caritatives, cuisinant pour les bénévoles, visitant les familles aidées et priant avec elles. Les villageois la respectaient désormais. Ils l'appelaient Mama Léna et lui demandaient conseil. Elle devint un pilier de la communauté. Darren voyait à quel point elle était heureuse et se sentait reconnaissant d'avoir retrouvé le chemin vers elle avant qu'il ne soit trop tard. Mais les problèmes recommencèrent. Le père de Sefa, un puissant homme d'affaires nommé José, était furieux du divorce. Il s'attendait à ce que sa fille soit mariée à un milliardaire. À la place, elle était humiliée, mariée à un homme qui avait donné sa fortune. José décida de se venger. Il utilisa ses relations pour répandre des mensonges sur Darren. Il racontait que la fondation de Darren était une escroquerie, qu'il volait l'argent des donateurs. Il soudoya des journalistes pour écrire de faux articles. Bientôt, la réputation de Darren fut détruite. Ceux qui l'avaient autrefois loué commencèrent à douter de lui. Les donateurs retirèrent leur soutien. Les bénévoles partirent. Les écoles refusèrent ses financements. Les hôpitaux rejetèrent son aide. Darren tenta de se défendre, mais les mensonges se répandaient plus vite que la vérité. Il vit ses projets caritatifs s'effondrer. Des bâtiments à moitié construits, des factures médicales impayées, des frais de scolarité rejetés. Il se sentit impuissant. Toutes ses bonnes intentions étaient anéanties par la colère d'un seul homme puissant. Léna vit son fils lutter. Elle lui dit que faire ce qui est juste n'est jamais facile, que les personnes puissantes attaquent souvent ceux qui menacent leur mode de vie. José représentait tout ce qui n'allait pas dans le monde, l'avidité, l'orgueil, la vengeance. Mais Darren représentait quelque chose de meilleur. L'espoir, le changement, le sacrifice. Elle dit qu'ils allaient riposter, non pas avec de l'argent ou du pouvoir, mais avec la vérité. Darren demanda comment. Léna répondit qu'il montrerait aux gens les résultats réels de leur travail. Les actes parlaient plus fort que les mensonges. Ils rassemblèrent tous ceux qui avaient été aidés par la fondation de Darren. Des familles pauvres dont les enfants allaient désormais à l'école, des malades ayant reçu des soins vitaux, des villages ayant accès à l'eau potable pour la première fois. Ils enregistrèrent leurs témoignages en vidéo, de vraies personnes racontant de vraies histoires. Ils diffusèrent ces vidéos partout, sur les réseaux sociaux, dans les centres communautaires, dans les églises. Peu à peu, la vérité commença à se répandre. Les gens virent le bien que Darren avait accompli. Les mensonges commencèrent à s'effondrer. José comprit que son plan échouait et passa à l'étape suivante. Il engagea des voyous pour vandaliser les projets financés par Darren. Des fenêtres d'école furent brisées. Des pompes à eau furent endommagées. Du matériel médical fut volé. Les attaques avaient lieu la nuit. Personne ne pouvait prouver qui en était responsable, mais tout le monde savait. Darren voulut riposter. Léna l'en empêcha. Elle lui dit que la violence ne ferait que donner raison à José. Il devait rester sur le terrain moral, même si cela faisait mal. La communauté décida alors de protéger elle-même les projets. Des pères montaient la garde devant les écoles la nuit. Des mères veillaient sur les centres de santé. Des jeunes formaient des groupes pour patrouiller autour des puits. Ils refusaient de laisser leur espoir être détruit. Darren fut profondément touché par leur dévouement. Ces gens avaient si peu, et pourtant ils donnaient tout pour protéger ce qu'il avait construit. Cela lui rappela pourquoi il avait commencé ce travail. Une nuit, les voyous revinrent, mais cette fois la communauté était prête. Ils encerclèrent les agresseurs avec des torchers et leurs voix. Ils n'attaquèrent pas. Ils restèrent simplement là, des dizaines de personnes refusant de bouger, refusant de laisser le mal gagner. Les voyous réalisèrent qu'ils étaient en infériorité numérique et se retirèrent. La communauté éclata de joie. C'était une petite victoire, mais elle semblait immense. Ils étaient restés unis, pauvres, sans pouvoir, mais solidaires. José entra dans une colère noire lorsque ces hommes lui rapportèrent leur échec. Il décida alors de s'en prendre directement à Darren. Il envoya des hommes au village pour le menacer. Ils arrivèrent en plein jour, sous les yeux de tous, et s'approchèrent de Darren au marché. Ils lui ordonnèrent d'arrêter ses activités caritatives sous peine de conséquences. Darren demanda « Quelles conséquences ?» Le chef du groupe sourit froidement et répondit que des accidents arrivaient à ceux qui n'écoutaient pas. Les villageois se rassemblèrent, observant la scène avec tension. Le chef Rudo s'avança et déclara que ces hommes n'étaient pas les bienvenus dans son village,
et que les menaces n'y avaient aucun effet. D'autres villageois le rejoignirent et formèrent un cercle autour de Darren. Les voyous comprirent qu'ils ne pouvaient rien faire avec autant de témoins. Ils partirent, promettant que ce n'était pas fini. Après leur départ, Darren remercia tout le monde. Lena serra son fils dans ses bras et lui dit qu'il n'était plus seul désormais. Il avait toute une communauté derrière lui. Cette nuit-là, Darren ne parvint pas à dormir. Il s'inquiétait de mettre des personnes innocentes en danger. Peut-être devrait-il arrêter les œuvres caritatives et donner à Yos ce qu'il voulait. Lena s'assit à ses côtés. Elle lui dit que son père avait probablement affronté des épreuves similaires, et que faire le bien dans un monde corrompu avait toujours été dangereux. Mais c'était précisément pour cela que c'était important. Si les gens bien abandonnaient dès que les choses devenaient difficiles, le mal gagnerait toujours. Elle lui demanda s'il était prêt à laisser cela arriver. Darren répondit non. Alors elle sourit. Elle dit qu'elle savait qu'il répondrait ainsi. Les attaques de José continuèrent, mais changèrent de forme. Il intenta des procès en affirmant que Darren avait volé de l'argent à son ancienne entreprise. De faux témoins apparurent avec des documents falsifiés. Darren passa des jours au tribunal à se défendre. Les avocats coûtaient cher. Ses économies commencèrent à s'épuiser. Il dut suspendre certains projets caritatifs. Les personnes qui dépendaient de son aide en souffrirent. Darren avait l'impression de perdre la guerre. Chaque fois qu'il réglait un problème, deux autres surgissaient. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Miko réapparut. Il observait tout de loin. Il dit à Darren qu'il était impressionné par la façon dont il avait fait face à l'adversité. Il lui proposa son aide. Il possédait des preuves des manigances de José. Témoins achetés, journalistes payés, voyous engagés, tout était documenté. Il pouvait exposer José complètement. Mais il voulait que Darren fasse un autre choix. Utiliser les preuves pour détruire José ou seulement pour se défendre. La vengeance ou la justice? Que choisirait-il? Darren réfléchit longuement. Une part de lui voulait se venger. José avait causé tant de douleurs, ruiné tant de bonnes actions, blessé des innocents. Il méritait de souffrir. Mais Darren regarda ensuite sa mère, les villageois qui le soutenaient, les enfants qui allaient à l'école. Il lui avait appris une autre voie, une meilleure voie. Il dit à Miko d'utiliser les preuves uniquement pour stopper les procès et les attaques, rien de plus. Il ne deviendrait pas comme José, même pour gagner. Miko présenta les preuves au tribunal. L'affaire contre Darren s'effondra immédiatement. Le juge fut furieux face aux fausses accusations et ordonna une enquête sur les activités de José. Les licences commerciales de José furent suspendues. Sa réputation fut ternie, mais il ne fut pas totalement détruit. Darren avait choisi la miséricorde. Certains pensaient qu'il était naïf. D'autres le jugeaient sage. Lena savait qu'il avait fait le bon choix. Il avait gagné sans perdre son âme. Une fois les problèmes juridiques terminés, Darren relança ses œuvres caritatives. Les dons affluèrent de la part de personnes inspirées par son histoire. Davantage de bénévoles rejoignirent le mouvement. Les projets s'étendirent. Des écoles furent achevées. Des hôpitaux ouvrirent. L'eau atteignit même des villages reculés. Darren travaillait plus dur que jamais. Mais il prenait toujours du temps pour sa mère. Ils dînaient ensemble chaque soir. Ils se promenaient dans le village chaque matin. Ces moments simples comptaient plus pour lui que n'importe quelle réussite. Sifa entendit parler du succès de Darren de loin. Elle s'était rapidement remariée avec un autre homme riche. Mais ce mariage était vide. Son nouveau mari ne pensait qu'aux affaires. Il lui parlait à peine. Elle avait tout matériellement, mais se sentait creuse à l'intérieur. Il lui arrivait de penser à Darren, à la façon dont il avait changé, à la vie qu'elle avait rejetée. Elle se demandait parfois si elle avait fait une erreur, mais son orgueil l'empêchait de l'admettre. Elle continua sa vie luxueuse et vide, faisant semblant d'être heureuse. Un an après que Darren eut ramené Lena dans sa vie, le village organisa une célébration en leur honneur. Des gens vinrent de tous les endroits que Darren avait aidés. Ils apportèrent des cadeaux. Ils chantèrent des chansons. Ils partagèrent des témoignages. Les enfants exécutèrent des danses. Lena pleura de joie. Elle n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait cette tournure, du rejet au respect, de la pauvreté à une vie pleine de sens. Elle remercia Dieu d'avoir donné une seconde chance à son fils et de lui avoir appris ce qui comptait vraiment. Pendant la célébration,
une jeune fille s'approcha de Darren. Elle dit s'appeler Tissa. Elle le remercia d'avoir payé ses frais de scolarité. Elle dit qu'elle voulait devenir médecin un jour pour aider les gens comme lui aidaient les autres. Darren fut profondément touché. Il lui dit d'étudier sérieusement, que le monde avait besoin de bons médecins. Tissa sourit et retourna en courant vers sa mère. Darren la regarda s'éloigner et sentit quelque chose changer en lui. Voilà son héritage, non pas des bâtiments ou de l'argent, mais de l'espoir. Des vies transformées. Un avenir meilleur pour des enfants comme Tissa. Il regarda Lena et la vie rayonnait de fierté. Elle lui serra la main. Ce moment valait plus que toute la richesse qu'il avait jamais possédée. Mais la joie ne durait jamais longtemps sans nouveaux défis. Quelques semaines après la célébration, Botto, le propriétaire terrien, vint voir Darren avec une mauvaise nouvelle. Un promoteur venu de la ville voulait acheter toutes les terres de cette partie du village. Il offrait des sommes énormes. La plupart des propriétaires avaient déjà accepté de vendre. Le promoteur prévoyait de construire des appartements de luxe. Toutes les familles pauvres vivant ici seraient expulsées. Botto ne voulait pas vendre, mais il subissait des pressions. Il ne savait pas quoi faire. Darren demanda qui était le promoteur. Botto lui montra les documents. Le sang de Darren se glaça. Le nom de l'entreprise lui était familier. Elle appartenait à José. Ce n'était pas du développement. C'était de la vengeance. José allait détruire la communauté villageoise qui avait protégé Darren, déplacer toutes les personnes qui s'étaient tenues à ses côtés, les disperser dans la ville où elles n'auraient rien. C'était cruel, calculé et parfaitement légal. Lena vit la peur sur le visage de son fils et lui demanda ce qui n'allait pas. Darren expliqua le plan de José. Le visage de Lena se durcit. Elle dit qu'ils avaient trop combattu pour abandonner maintenant. Ils trouveraient un moyen d'arrêter cela. Darren répondit qu'il n'avait aucun pouvoir légal pour bloquer une transaction commerciale légitime. Lena dit qu'il n'avait peut-être pas besoin de pouvoir légal, mais de quelque chose de plus fort, le pouvoir du peuple. La communauté les avait sauvés auparavant. Peut-être pouvait-elle se sauver elle-même maintenant. Ils convoquèrent une réunion du village ce soir-là. Tout le monde vint. Darren expliqua la situation. S'ils laissaient les ventes se faire, ils perdraient tout leur maison. José était derrière tout cela. C'était une attaque contre tous, pas seulement contre lui. Les gens étaient en colère. Certains voulaient se battre. D'autres se sentaient impuissants. Comment de pauvres villageois pouvaient-ils arrêter un riche promoteur? Le chef Rudo leva la main pour demander le silence. Il dit que se battre ne fonctionnerait pas, mais refuser de partir, peut-être. Il expliqua une ancienne loi du village. Si la majorité des habitants refusaient de vendre, le projet ne pourrait pas aboutir. Les terres bénéficiaient de protection communautaire, car elles avaient été désignées pour des familles à faible revenu par le gouvernement des décennies plus tôt. Les promoteurs ne pouvaient construire que s'ils obtenaient le consentement d'au moins 75% des résidents. Pour l'instant, José en avait environ 60%. S'il pouvait convaincre encore quelques personnes de refuser, il pourrait l'arrêter. Darren sentit l'espoir renaître. Il demanda qui avait déjà accepté de vendre. Botto nomma les familles. La plupart étaient désespérées par le besoin d'argent. Elles avaient des proches malades ou des dettes. Elles voyaient la vente comme leur seul échappatoire à la pauvreté. Darren comprenait. Il ne pouvait pas leur reprocher de vouloir une vie meilleure. Mais il savait aussi que prendre l'argent de José ne résoudrait pas leurs problèmes. Elles seraient déplacées dans des zones sans communauté, sans soutien. Elles seraient seules et vulnérables. Lena suggéra de rendre visite personnellement à chaque famille, de leur parler, de comprendre leur situation, et de voir si la fondation de Darren pouvait aider à répondre à leurs besoins spécifiques. S'il pouvait résoudre les problèmes qui poussaient ces gens à vendre, peut-être changerait-il d'avis. Ce ne serait pas facile. Cela prendrait du temps et des ressources, mais c'était mieux que d'abandonner. Darren accepta. Ils commencèrent à dresser une liste des familles à visiter. Le lendemain matin, Darren et Lena se rendirent à la première maison. Une femme nommée Farah y vivait avec ses 3 enfants. Son mari était décédé 2 ans plus tôt. Elle travaillait comme femme de ménage, mais gagnait à peine de quoi nourrir sa famille. José lui offrit assez d'argent pour louer une chambre en ville et lancer un petit commerce. Elle avait déjà signé les papiers. Elle s'excusa, mais dit qu'elle devait penser à l'avenir de ses enfants. Lena demanda à Farah quel genre d'activité elle voulait créer.
Farah répondit qu'elle savait bien coudre. Elle rêvait d'avoir une machine à coudre et de fabriquer des vêtements à vendre, mais les machines coûtaient cher. Darren demanda combien. Farah donna un montant. C'était bien moins que ce que José lui offrait. Darren dit qu'il lui achèterait une machine à coudre et lui louerait un espace de boutique dans le village. Elle pourrait lancer son activité ici, garder sa maison et rester avec sa communauté. Farah se mit à pleurer. Elle demanda pourquoi Darren ferait cela pour elle alors qu'il la connaissait à peine. Darren répondit que c'était parce qu'ils étaient voisins. Parce que la communauté signifiait prendre soin les uns des autres. Parce que la réussite de l'un était la réussite de tous. Farah accepta d'annuler la vente à José. Elle perdrait un peu d'argent, mais gagnerait quelque chose de bien plus précieux. La sécurité, l'appartenance, l'espoir. Darren raya son nom de la liste. Une famille sauvée. Beaucoup d'autres restaient à convaincre. Ils visitèrent famille après famille. Chacune avait une histoire différente, des difficultés différentes. Un homme nommé Keto avait besoin d'argent pour l'opération de sa mère. Darren arrangea pour que l'hôpital la prenne en charge gratuitement grâce à ses contacts caritatifs. Un jeune couple devait rembourser des dettes liées à leur mariage. Darren négocia avec leurs créanciers et mit en place un plan de paiement. Une femme âgée voulait rendre visite à sa fille dans une autre région avant de mourir. Darren lui acheta un billet de bus et lui donna de l'argent pour le voyage. Peu à peu, les gens commencèrent à annuler leur vente à José. Le pourcentage passa de 60 à 55, puis à 50. Il se rapprochait du seuil pour bloquer le projet. Mais certaines familles refusaient toujours de céder. Elles ne faisaient pas confiance à Darren. Elles pensaient que son aide était temporaire, qu'il les abandonnerait comme sa mère avait été abandonnée. Ces familles avaient trop souffert. Leur scepticisme était une armure. Darren comprenait, mais ne savait pas comment la briser. L'une de ces familles était dirigée par un homme nommé Gazu. Il était amer et en colère. La vie l'avait brisé. Il avait travaillé dur toute sa vie et n'avait rien à montrer. L'offre de José était la première vraie chance qu'il avait jamais eue. Il se fichait de la communauté ou de la loyauté. Il voulait de l'argent et il voulait partir. Quand Darren vint lui rendre visite, Gazu lui claqua la porte au nez. Il cria que les riches n'aidaient que lorsque cela les avantageait. Que Darren se lasserait de jouer au héros et partirait. Et alors, que deviendrait-il? Darren frappa de nouveau. Gazu ouvrit la porte furieux. Darren dit qu'il comprenait pourquoi Gazu ne lui faisait pas confiance. Qu'il avait donné aux gens des raisons de douter de lui lorsqu'il avait chassé sa propre mère. Mais qu'il était différent maintenant. Il avait appris que l'argent ne valait rien sans des personnes avec qui le partager. Qu'il préférait être pauvre avec sa famille que riche et seul. Gazu éclata d'un rire amer. Il dit que c'était de belles paroles, mais que les paroles ne payaient pas les factures. Lena s'avança. Elle raconta à Gazu sa propre histoire. Comment Darren l'avait rejetée, comment elle avait vécu dans la pauvreté pendant qu'il vivait dans le luxe, comment la trahison faisait l'effet d'une mort, mais aussi comment les gens pouvaient changer. Comment son fils avait prouvé son changement par des actes, pas par des mots. Elle dit qu'elle non plus ne lui avait pas fait confiance au début, mais que jour après jour, il lui avait montré que sa transformation était réelle. Elle demanda à Gazu de leur donner une chance, une seule chance. Gazu regarda cette vieille femme avec des yeux fatigués. Il vit la sincérité, une douleur qui ressemblait à la sienne, et la guérison qu'il désirait. Il demanda ce que Darren pouvait faire pour lui. Darren demanda ce dont Gazu avait besoin. Gazu répondit qu'il avait besoin d'un travail, quelque chose de digne, quelque chose qui lui donne le sentiment d'être utile. Il en avait assez des petits boulots et de la charité. Il voulait gagner sa place dans le monde. Darren réfléchit un instant. Puis il proposa à Gazu un emploi de gestionnaire d'un des projets de puits d'eau, supervisant l'entretien et les réparations, un travail stable avec un salaire régulier. Gazu resta silencieux longtemps. Puis il demanda pourquoi Darren lui ferait confiance pour quelque chose d'important. Il n'était personne, juste un pauvre homme en colère. Darren répondit que tout le monde méritait une chance de faire ses preuves, tout comme lui avait eu besoin d'une chance pour prouver qu'il avait changé. Les yeux de Gazu se remplirent de larmes. Il n'avait pas pleuré depuis des années. Il accepta le travail. Il annula la vente à José. Une autre famille sauvée. Le pourcentage tomba à 48%. Ils avaient réussi. Le projet était bloqué. José reçut la nouvelle avec rage.
Il avait dépensé des millions à acheter des terres, à corrompre des responsables, à planifier la construction, tout cela réduit à néant parce que quelques villageois obstinés avaient refusé de vendre. Il ne comprenait pas pourquoi il choisissait la pauvreté plutôt que son argent. Ses avocats lui dirent que les protections foncières communautaires étaient inattaquables. Il ne pouvait pas les expulser de force. Il avait perdu. Les terres ne valaient plus rien pour lui. Il ne pouvait pas construire des appartements de luxe avec seulement 48% des parcelles. José décida d'une dernière attaque. S'il ne pouvait pas avoir les terres, il s'assurerait que personne n'en profite. Il utilisa ses relations pour couper les services publics au village. Les conduites d'eau furent fermées. L'électricité fut coupée. Les routes ne furent plus entretenues. Il dit aux autorités que le village était dissous à cause de l'échec du projet. C'était un mensonge, mais son argent le transforma en vérité. Le village commença à souffrir. Certains regrettèrent d'avoir refusé son offre. Peut-être avait-il fait une erreur. Darren observait la souffrance et se sentait responsable. Ces gens s'étaient tenus à ses côtés et maintenant ils étaient punis. Il se réunit avec le chef Rudo et d'autres leaders communautaires. Il leur fallait des solutions rapidement. Rudo dit qu'il devrait faire appel à des autorités gouvernementales plus élevées et exposer la corruption de José, mais cela prendrait des mois, peut-être des années. Entre-temps, les gens avaient besoin d'eau et d'électricité. Darren dit alors qu'ils devraient créer leur propre solution, devenir autosuffisants. Ce serait difficile, mais possible. Ils commencèrent par l'eau. Darren utilisa les fonds caritatifs pour creuser des puits plus profonds. Il installa des pompes manuelles et des systèmes de filtration. Ce n'était pas aussi pratique que l'eau courante, mais cela fonctionnait. Pour l'électricité, il acheta des panneaux solaires et des batteries. Chaque maison eut un éclairage de base et la possibilité de recharger les téléphones. Pour les routes, la communauté organisa des travaux collectifs. Chacun apporta sa main-d'œuvre. Ils rebouchèrent les nids de poules avec des pierres et du sable. Ce n'était pas parfait, mais c'était à eux. Ils ne dépendaient plus de José ni de fonctionnaires corrompus. La transformation prit des mois. Le village devint un modèle d'autosuffisance. La nouvelle se répandit. Des journalistes vinrent documenter ce qu'ils avaient accompli. Comment une communauté s'était dressée contre un promoteur puissant et avait survécu. D'autres villages confrontés à des menaces similaires demandèrent conseil. Darren et Lena voyagèrent pour partager ce qu'ils avaient appris. Ils aidèrent des communautés à s'organiser, à résister aux expulsions, à défendre leurs droits. Le mouvement grandit au-delà d'eux. Il devint quelque chose de beau et de puissant. José regardait sa réputation s'effondrer. Les médias le présentaient comme un méchant, un promoteur cupide qui s'en prenait aux communautés pauvres. Ses partenaires commerciaux prirent leur distance. Ses soutiens politiques l'abandonnèrent. Il perdit des contrats. La valeur de son entreprise chuta. Tout ce qu'il avait bâti par des méthodes impitoyables s'écroulait. Il blâma Darren pour tout. Sa haine devint une obsession. Il passait des nuits blanches à planifier une vengeance ultime, quelque chose qui détruirait Darren complètement. Puis José tomba malade. Cela commença par de la fatigue, puis des douleurs, puis des examens révélèrent un cancer. Agressif et avancé. Les médecins lui donnèrent quelques mois à vivre, peut-être un an avec un traitement. José était assis dans son bureau luxueux, entouré de richesses inutiles, et il avait peur. La mort ne se souciait ni de l'argent ni du pouvoir. Il mourait comme tout le monde, seul, oublié. Son empire serait partagé entre des gens qui ne l'avaient jamais aimé. Sa fille Sifa appelait à peine. Sa vie lui sembla soudain vide. Dans ces derniers mois, José réfléchit à ses choix, aux personnes qu'il avait blessées, aux communautés qu'il avait détruites, aux pots de vin, aux mensonges et à la cruauté. À quoi tout cela avait-il servi? Mourir seul dans une grande maison. Il pensa à Darren, à la manière dont il avait choisi une autre voie, comment il avait donné sa richesse pour gagner quelque chose de plus précieux, comment il était entouré de personnes qui se souciaient réellement de lui. José ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des décennies, le regret. Il prit une décision. Il appela ses avocats et leur ordonna d'abandonner toutes les procédures contre Darren dans le village, de rétablir les services publics et de faire des dons anonymes à la fondation caritative de Darren. Les avocats furent surpris, mais obéirent. Puis José fit quelque chose d'inattendu. Il demanda à visiter le village pour voir ce qu'il avait tenté de détruire,
pour rencontrer l'homme qu'il avait vaincu. Son chauffeur pensa qu'il délirait à cause des médicaments, mais José insista, il voulait voir cela avant de mourir. La voiture arriva au village un matin calme. Les villageois reconnurent José et la tension monta. La nouvelle se répandit rapidement. Les gens se rassemblèrent, certains avec colère, d'autres avec curiosité. José sortit lentement de la voiture. Il paraissait mince et faible. Le cancer se lisait sur son visage. Il demanda à voir Darren. Quelqu'un alla le chercher. Darren arriva avec Lena. Il vit son ennemi, mourant, brisé, humain. Il ressentit de la pitié plutôt que de la satisfaction. José s'excusa. Il dit qu'il avait passé sa vie à poursuivre de mauvaises choses. Qu'il était devenu un monstre. Que Darren lui avait montré une meilleure voie, mais trop tard. Il demanda pardon. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'il avait besoin de savoir que la rédemption était possible, même pour quelqu'un comme lui. Darren regarda sa mère. Lena hocha légèrement la tête. Darren dit à José qu'il lui pardonnait, qu'il n'était jamais trop tard pour changer, que le temps qui lui restait pouvait encore avoir un sens. José demanda comment. Darren répondit, en réparant ses torts, en utilisant l'influence qui lui restait pour aider les gens au lieu de leur nuire. José dit que son entreprise était en chaos, que sa santé déclinait. Que pouvait-il faire? Lena prit la parole. Elle dit qu'il pouvait commencer par sa fille, Sifa. Elle était perdue comme lui l'avait été, poursuivant le vide. S'il pouvait lui transmettre ce qu'il avait appris, peut-être qu'elle ne gaspillerait pas toute sa vie comme lui. Peut-être qu'une seule âme sauvée suffirait. José pleura. Il les remercia. Il quitta le village différent de la manière dont il y était arrivé. Il retourna en ville et appela Sifa. Elle vint à contre-cœur. Il lui raconta tout, sa maladie, ses regrets, Darren et le village, la véritable richesse mesurée par les relations et non par l'argent. Sifa écouta avec scepticisme. Mais voir son père pleurer brisa quelque chose en elle. Elle ne l'avait jamais vu vulnérable. Elle commença à remettre en question ses propres choix, son propre vide. José mourut 3 mois plus tard. À ses funérailles, Darren et Lena étaient présents. Sifa fut surprise de les voir. Elle les remercia d'être venus, d'avoir pardonné à son père, de lui avoir donné la paix. À la fin, Darren dit que tout le monde méritait une chance de rédemption. Sifa demanda si cela l'incluait, elle aussi. Darren répondit oui, si elle voulait réellement changer. Sifa admit qu'elle ne savait pas comment. Toute sa vie avait été faite d'apparence. Elle ne savait pas qui elle était sans la richesse et le statut. Lena l'invita à visiter le village pour voir comment les gens vivaient avec un sens malgré la pauvreté. Sifa accepta avec hésitation. Elle vint la semaine suivante. Elle vit des enfants jouer dans des vêtements propres, des familles manger ensemble, des voisins s'entraider. Les gens avaient si peu, mais semblaient si heureux. Cela la troubla. Elle demanda à Darren comment ils pouvaient être heureux sans rien. Darren répondit qu'ils avaient tout ce qui comptait. L'amour, la communauté, le sens, des choses que l'argent ne pouvait pas acheter. Sifa resta une semaine au village. Elle aida à cuisiner, joua avec les enfants, écouta des histoires de lutte et de survie. Peu à peu, ses barrières tombèrent. Elle vit à quel point sa vie avait été superficielle. Comment elle avait jugé les gens par leur richesse plutôt que par leur caractère. Comment elle avait abandonné quelque chose de réel avec Darren pour quelque chose de faux avec son second mari. Elle avoua à Lena qu'elle avait commis de terribles erreurs, qu'elle ne savait pas si elle pouvait changer comme José et Darren l'avaient fait. Lena lui dit que le changement était toujours possible, mais qu'il exigeait de l'humilité, du sacrifice et du travail. Cela signifiait abandonner l'orgueil et l'ego. Cela signifiait servir plutôt qu'être servi. Sifa demanda s'il était trop tard pour elle et Darren. Lena répondit que ce n'était pas à elle d'y répondre. Sifa trouva Darren en train de réparer une pompe à eau. Elle s'excusa pour tout, l'avoir forcé à chasser sa mère, n'avoir pensé qu'à l'argent, l'avoir abandonné quand les choses devenaient difficiles, avoir été une mauvaise épouse. Darren écouta sans l'interrompre. Lorsqu'elle eut fini, il la remercia pour ses excuses. Il dit qu'il lui pardonnait, mais que leur mariage était terminé. Ils avaient fait ressortir le pire l'un de l'autre. Leur relation était fondée sur des choses superficielles. Le véritable amour nécessitait des bases plus profondes, qu'il n'avait pas. Sifa fut blessée, mais elle savait qu'il avait raison.
Elle demanda s'ils pouvaient au moins être amis. Darren répondit que peut-être un jour, mais qu'elle devait d'abord se trouver elle-même, découvrir qui elle était sans que la richesse la définisse. Sifa retourna en ville changée, mais confuse. Elle divorça de son second mari. Elle vendit ses objets coûteux. Elle s'installa dans un petit appartement. Elle commença à faire du bénévolat dans un refuge pour femmes sans abri. Le travail était difficile et humiliant. Les femmes là-bas se moquaient qu'elle ait été riche autrefois. Elles avaient juste besoin d'aide. Peu à peu, Sifa trouva un sens à sa vie. Elle apprit des compétences. Cuisiner, nettoyer, écouter, des choses qu'elle n'avait jamais eu à faire. Elle découvrit qu'elle était capable, qu'elle pouvait faire une différence. Que le service apportait une joie que la richesse n'avait jamais donnée. Au village, la vie continua. L'œuvre caritative de Darren s'étendit. Il s'associa à des organisations internationales. Davantage d'écoles furent construites. Davantage d'hôpitaux ouvrirent. Davantage de familles reçurent de l'aide. Mais Darren n'oublia jamais d'où il venait. Il vivait toujours simplement. Il dînait toujours chaque soir avec sa mère. Il parcourait toujours le village en saluant les voisins. Cette fois, la célébrité et le succès ne le changèrent pas. Il avait appris sa leçon. Il n'oublierait plus. Lena vieillit. Ses cheveux devinrent entièrement blancs. Ses mains se couvrirent de rides. Mais son esprit resta fort. Elle était aimée dans tout le village. Les enfants l'appelaient grand-mère. Les adultes cherchaient sa sagesse. Elle passait ses journées à cuisiner pour des événements communautaires, à prier avec les familles, à raconter des histoires aux jeunes. Elle n'avait jamais été aussi heureuse. Elle dit à Darren qu'avoir été rejetée avait été la meilleure chose qui lui soit arrivée, parce que cela avait conduit à sa transformation, à sa rédemption, à la restauration de leur relation. La douleur avait finalement un sens. Un soir, alors qu'il regardait le coucher du soleil, Lena dit à Darren qu'elle était fière de lui. Non pour ses réussites, mais pour son caractère, pour avoir choisi le juste difficile plutôt que le mal facile, pour avoir valorisé les personnes plutôt que les possessions, pour être devenu l'homme qu'elle avait toujours su qu'il pouvait être. Darren lui prit la main. Il dit que rien de tout cela n'aurait été possible sans elle, sans ses sacrifices, son amour et son pardon. Elle l'avait sauvé. Elle sourit et dit qu'ils s'étaient sauvés mutuellement. Les années passèrent paisiblement. Le village prospéra. Les enfants dont Darren avait payé les frais de scolarité obtinrent leur diplôme et devinrent médecins, enseignants, ingénieurs. Ils revinrent servir leur communauté. Le cycle de la pauvreté se brisait. L'espoir remplaçait le désespoir. Tissa, la jeune fille qui voulait devenir médecin, fut acceptée à la faculté de médecine. Darren paya ses études. Elle promit de revenir ouvrir une clinique dans le village. Il la crut. Elle avait ce regard déterminé, celui de quelqu'un qui n'abandonnerait jamais. Gazu, l'homme amer qui avait failli vendre sa maison, devint un leader respecté de la communauté. Le travail que Darren lui avait donné lui avait rendu sa dignité. Il forma des jeunes à l'entretien des systèmes d'eau. Il leur enseigna des compétences et le respect de soi. Il leur racontait son histoire, comment il avait failli renoncer, comment une seule chance avait tout changé, et comment il ne devait jamais sous-estimer leur valeur. Beaucoup de jeunes disaient que Gazu les avait sauvés du désespoir. Il était devenu pour eux ce que quelqu'un avait été pour lui, une seconde chance. L'entreprise de couture de Farah devint prospère. Elle embaucha d'autres femmes du village. Elle fabriquait des uniformes scolaires, des robes, des vêtements traditionnels. Elles gagnaient bien leur vie et soutenaient leur famille avec fierté. Farah disait à tout le monde que Darren lui avait donné bien plus qu'une machine à coudre. Il lui avait donné la confiance en elle, la certitude qu'elle était capable et que ses rêves comptaient. Elle enseigna à ses filles à travailler dur et à aider les autres. Les valeurs que Darren et Lena incarnaient se transmettaient désormais de génération en génération. Botto, le propriétaire terrien, baissa les loyers dans tout le village. Il avait compris que la richesse ne signifiait rien si ses voisins souffraient. Il utilisa ses terres pour créer des jardins communautaires. Les familles cultivaient des légumes ensemble. Elles partageaient les récoltes. Plus personne n'avait faim. Botto disait que voir la communauté s'unir l'avait profondément changé. Avant, il pensait qu'être propriétaire signifiait tirer le maximum de profit. Désormais, il comprenait que cela signifiait être un gardien. Prendre soin des gens, construire quelque chose de durable.
Le chef Rudo devint très âgé. Un jour, il demanda à voir Darren à son chevet. Il dit que son temps touchait à sa fin et qu'il voulait parler avant de partir. Darren s'assit près de lui. Rudo expliqua qu'il avait vu beaucoup de gens au cours de sa longue vie, riches, pauvres, bons, mauvais, mais peu s'étaient transformés comme Darren. De l'égoïsme à l'altruisme, de l'orgueil à l'humilité, de l'égarement à la rédemption. Il dit que l'histoire de Darren serait racontée pendant des générations, comme un rappel que la rédemption est toujours possible, que le changement est toujours à portée de main. Rudo mourut paisiblement cette nuit-là. Le village fut profondément endeuillé. Les funérailles durèrent 3 jours. Des gens vinrent de partout pour rendre hommage. Darren prononça un discours. Il dit que Rudo lui avait appris que le véritable leadership était le service. Que le rôle d'un chef n'était pas de dominer, mais de guider, d'élever et non d'écraser, d'unir et non de diviser. Ces leçons avaient façonné tout ce qu'il avait construit. Il honorerait Rudo en poursuivant cette œuvre, en servant jusqu'à son dernier souffle. La foule applaudit à travers les larmes. Après la mort de Rudo, le village eut besoin d'un nouveau chef. Des élections furent organisées. Beaucoup proposèrent Darren. Il refusa. Il dit qu'il n'était pas originaire du village, que quelqu'un du lieu devait diriger. Mais les villageois insistèrent. Ils dirent qu'il avait mérité sa place. Il avait saigné avec eux, lutté avec eux, souffert avec eux. Il était désormais l'un des leurs. Le sang ne faisait pas la famille. La loyauté, si. Finalement, Darren accepta. Il devint le chef d'Arène. Lena se tenait à ses côtés, rayonnante d'une fierté indescriptible. En tant que chef, Darren travailla encore plus dur. Il régla des conflits. Il organisa des projets de développement. Il représenta le village lors de réunions gouvernementales. Il se battit pour les ressources et les droits. Il n'oublia jamais que le leadership était un service. Chaque décision était prise en pensant au bien de la communauté, et non à son confort personnel. Les gens le respectaient profondément, non parce qu'il était riche ou puissant, mais parce qu'il se souciait réellement d'eux. Ce respect avait été gagné par des années d'action constante. Sifa poursuivit son chemin en ville. Elle devint directrice du centre d'accueil pour sans-abri. Elle leva des fonds. Elle forma le personnel. Elle accompagna personnellement des femmes fuyant la violence et l'addiction. Elle trouva sa vocation. Parfois, elle pensait à la vie qu'elle avait gâchée, aux années passées à courir après des choses vides de sens. Mais le regret était inutile. Seule l'action comptait. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait façonner l'avenir. Une femme sauvée à la fois. Une vie restaurée à la fois. C'était suffisant. C'était tout. Un jour, Sifa visita de nouveau le village. 5 ans avaient passé. Elle le reconnut à peine. De nouveaux bâtiments, des chemins pavés, des lampadaires solaires, une clinique médicale, une école agrandie. La pauvreté était toujours là, mais l'espoir aussi. Elle trouva Darren en train d'enseigner à des enfants sous un arbre. Il avait vieilli. Des cheveux gris parsemaient sa tête. Des rides marquaient son visage. Mais ses yeux brillaient de sérénité. Il la vit et sourit chaleureusement. Aucune amertume, aucun jugement, seulement de la bonté. Ils s'embrassèrent comme de vieux amis. Sifa parla à Darren de son travail, des femmes qu'elle aidait, de la découverte de son sens de la vie. Darren lui dit qu'il était fier d'elle, que son père le serait aussi. Sifa pleura. Elle dit qu'elle aurait aimé que Yosi vive assez longtemps pour voir son changement. Darren répondit que peut-être l'avait-il vu, que son dernier acte avait été de lui enseigner ce qui comptait vraiment, que sa rédemption s'était accomplie à travers sa transformation. La mort n'était pas la fin de l'influence. Bonne ou mauvaise, une personne vivait à travers ceux qu'elle avait touchés. Yosi vivait à travers les bonnes actions de Sifa. Ils visitèrent ensemble la tombe de Yos. Sifa l'avait enterré près du village, selon sa demande. Elle y déposa des fleurs. Elle le remercia d'avoir enfin été un vrai père à la fin, de lui avoir montré la vérité qu'elle devait voir, de l'avoir aimé assez pour la confronter. Darren se tint silencieusement à ses côtés. Lorsqu'elle eut terminé, ils traversèrent le village. Les gens les saluèrent chaleureusement. Les enfants jouaient autour d'eux. La vie continuait, belle, simple et vraie. C'était cela qui comptait. C'était la richesse qui durait. La santé de Lena commença à décliner. Elle était très âgée maintenant. Son corps était fatigué.
Darren passa chaque instant possible avec elle. Ils parlèrent de tout, souvenirs, regrets, rêves. Elle lui dit qu'elle était prête à partir, qu'elle avait vécu une vie pleine, vu son fils se transformer, vu une communauté s'élever à partir de rien. Elle n'avait aucun regret, seulement de la gratitude. Darren la supplia de rester. Il n'était pas prêt à la perdre. Lena sourit. Elle dit que personne n'était jamais prêt, mais que la mort était naturelle. Elle l'attendrait de l'autre côté. Lena mourut un matin paisible. Darren tenait sa main. Ses derniers mots furent « Je t'aime. Je suis fier de toi ». Puis elle s'en alla. Darren ressentit une douleur plus profonde que tout ce qu'il avait connu. Pire que lorsqu'il l'avait chassée. Pire que toutes les épreuves. C'était la douleur de la perte définitive, de savoir qu'il n'entendrait plus jamais sa voix, ne sentirait plus sa main dans la sienne, ne verrait plus jamais son sourire. Il pleura comme un enfant. La communauté pleura avec lui. Les funérailles furent immenses. Des milliers de personnes vinrent. Des gens dont Lena avait touché la vie. Des enfants qu'elle avait nourris. Des familles qu'elle avait conseillées. Des membres de la communauté qu'elle avait relevés. Chacun avait une histoire. Chacun avait ressenti son amour. Darren écouta témoignage après témoignage. Il réalisa que sa mère avait été une géante. Pas célèbre, pas riche, mais d'une importance incommensurable. Son héritage n'était ni des bâtiments ni de l'argent. C'étaient des cœurs transformés, y compris le sien, surtout le sien. Après la mort de Lena, Darren se sentit perdu. Le village se mobilisa autour de lui. On lui apporta de la nourriture. On resta avec lui en silence. On lui rappela que Lena aurait voulu qu'il continue l'œuvre, qu'il continue à servir, à bâtir. Peu à peu, le sens revint. Il se plongea dans les projets caritatifs. Il développa des programmes. Il forma de jeunes leaders. Il continua d'avancer, car s'arrêter signifiait se noyer dans le chagrin. Le travail devint un remède. Le service devint une guérison. Au premier anniversaire de la mort de Lena, le village dévoila une statue. Elle représentait une vieille femme aux yeux bienveillants et aux mains fortes. En dessous, une plaque portait l'inscription « Mama Lena, qui nous a appris que l'amour est la plus grande richesse ». Darren pleura en la voyant. Sifa avait financé la statue anonymement. Quand Darren la prit, il la remercia. Elle dit que c'était le minimum. Lena lui avait montré de la miséricorde lorsqu'elle n'en méritait aucune. Cette statue était un petit retour, un rappel permanent de la grâce. Les années continuèrent de passer. Darren ne se remaria jamais. Il disait que son cœur appartenait à son travail et à la mémoire de sa mère. À la place, il adopta des enfants. Des orphelins du village et des environs. Il leur donna une éducation, de l'amour, des opportunités. Il l'appelait père. Il leur enseigna ce que Lena lui avait appris, que la richesse était une responsabilité, que le privilège servait à aider les autres, que le caractère comptait plus que le statut. Ses enfants grandirent différemment. Ils portèrent les valeurs de Lena dans la génération suivante. Tissa termina ses études de médecine en tête de sa promotion. Elle revint au village comme promis. Elle ouvrit une clinique avec le soutien de Darren. Des soins médicaux gratuits pour tous ceux qui en avaient besoin. Elle travailla de longues heures. Elle sauva des vies. Elle forma des agents de santé communautaire. Elle devint célèbre dans les milieux médicaux pour son approche communautaire. Des journalistes l'interviewèrent. Elle crédita toujours Darren et Lena. Elle disait qu'il l'avait sauvée en premier. Maintenant, elle sauvait les autres. Le cycle continuait. Le village devint un modèle. Étudié dans le monde entier. Des universités envoyèrent des chercheurs. Des gouvernements envoyèrent des responsables. Des ONG envoyèrent des équipes. Tout le monde voulait comprendre comment cette communauté s'était transformée. Comment elle avait résisté au déplacement. Comment elle avait bâti l'autosuffisance. Comment elle avait créé un changement durable. Darren faisait visiter le village. Il expliquait leurs principes, appropriation communautaire, action collective, leadership au service des autres, développement fondé sur les valeurs. Les gens prenaient des notes. Certains appliquaient ces idées. D'autres les jugeaient trop idéalistes. Darren n'y voyait aucun inconvénient. Il n'essayait pas de convaincre le monde entier, seulement de montrer ce qui était possible. La reconnaissance internationale apporta des opportunités.
Darren fut invité à des conférences, sollicité pour conseiller des gouvernements, et on lui proposa des postes prestigieux. Il refusa tout. Il disait que sa place était au village, avec son peuple, près de la tombe de Léna. La célébrité ne l'intéressait pas. L'impact, oui. Il pouvait avoir bien plus d'impact en restant local, en allant en profondeur plutôt qu'en surface, en construisant quelque chose de durable plutôt que quelque chose de spectaculaire. Le monde ne comprenait pas, mais le village, si. Et cela suffisait. Certains des enfants adoptés par Darren accomplirent de grandes choses. L'un devint enseignant, un autre ingénieur, un troisième avocat défendant les droits fonciers. Ils se dispersèrent à travers le pays, mais restèrent liés au village. Ils envoyaient de l'argent. Ils revenaient régulièrement. Ils amenaient leurs enfants pour leur montrer d'où ils venaient. Ils racontaient l'histoire de grand-mère Léna, qu'ils n'avaient jamais rencontrée mais qu'ils connaissaient à travers son héritage. Ils enseignaient à leurs enfants ces valeurs: l'amour, le service, le pardon, la transformation. Les ondes se propageaient sans fin. Darren vieillit à son tour. Ses cheveux devinrent blancs comme ceux de Léna. Ses mains se ridèrent. Son corps ralentit, mais son esprit resta ardent. Il se levait toujours tôt, parcourait toujours le village, suivait toujours les projets, conseillait toujours les jeunes en difficulté. Les gens l'exhortaient à se reposer. Il répondait qu'il se reposerait lorsqu'il rejoindrait Léna. Jusque-là, il y avait du travail à faire. Des vies à toucher. De l'espoir à répandre. Il mourait au service des autres. Aucune autre mort ne valait la peine. Pour son 70e anniversaire, le village organisa une célébration grandiose. Des personnes vinrent de tout le pays, d'anciens bénéficiaires de ses œuvres caritatives, aujourd'hui devenus des adultes accomplis. Ils racontèrent comment Darren avait changé leur trajectoire de vie. Un homme dit que la bourse de Darren lui avait permis de devenir médecin. Une femme expliqua que le prêt de Darren avait sorti sa famille de la pauvreté. Un jeune homme déclara que le mentorat de Darren l'avait sauvé de la criminalité. Histoire après histoire. Vie après vie. L'impact était stupéfiant, incalculable. Darren écoutait humblement. Il dit qu'il ne faisait que transmettre ce que Léna lui avait offert, une seconde chance. Sifa assista à la célébration. Elle aussi était âgée désormais, aux cheveux grisonnants et au visage doux. Son centre d'accueil avait aidé des milliers de femmes au fil des décennies. Elle ne s'était jamais remariée. Comme Darren, elle avait trouvé un sens à la vie plus profond que la romance. Ils s'assirent ensemble, observant les festivités. Deux personnes qui avaient commencé avec tout et tout perdu, puis trouvé quelque chose de bien meilleur dans le sacrifice et le service. Ils rirent de leurs jeunes années. Si naïfs, si aveugles, si concentrés sur les mauvaises choses. Mais les erreurs avaient conduit à la sagesse. La souffrance avait donné naissance au sens. Ils ne changeraient rien à leur parcours. Alors que la célébration touchait à sa fin, Darren se leva pour parler. Il remercia tout le monde d'être venu, de soutenir l'œuvre, de croire en la vision. Puis il raconta une fois encore son histoire, celle du milliardaire égoïste, du jour où il avait chassé sa mère, de la perte de tout ce qui comptait pendant qu'il gagnait tout ce qui était inutile, du chemin du retour rendu possible par le pardon de Léna, de la leçon apprise que la rédemption était possible, que le changement était réalisable, que l'amour était la seule richesse qui vaille la peine d'être possédée. Les gens écoutaient comme s'ils n'avaient jamais entendu cette histoire auparavant. Car certaines vérités ont besoin d'être répétées sans cesse. Darren conclut par un défi. Il dit que chacun avait le choix, vivre pour soi ou pour les autres, poursuivre l'argent ou le sens, bâtir des murs ou construire des ponts, accumuler ou partager, juger ou pardonner. Ces choix définissaient une vie. Pas la richesse, ni la célébrité, ni le pouvoir. Juste les décisions quotidiennes sur la personne que l'on choisit d'être. Il exhorta chacun à choisir avec sagesse, à choisir l'amour, le service, la transformation. Car il n'était jamais trop tard, jamais impossible, jamais inutile. Chaque instant était une occasion de recommencer, de devenir la personne que l'on était destiné à être. La foule se leva et applaudit. Les larmes coulaient librement. Darren leva les yeux vers le ciel. Il sentit la présence de Léna. Il murmura. Merci pour tout, pour la vie, pour les leçons, pour l'amour, pour cette seconde chance. Les étoiles semblèrent briller plus fort, comme pour répondre, comme pour dire. De rien, mon fils. Tu as bien fait.
Tu m'as rendu fier. Darren sourit à travers ses larmes. Il avait finalement vécu une belle vie. Non pas à cause de ce qu'il possédait, mais à cause de ce qu'il était devenu. Cette nuit-là, Darren s'assit seul dans sa maison simple. Il regarda la photographie de Lena. Il se souvint du jour où il l'avait chassée. Le pire jour de sa vie, mais aussi le début de son salut. Car toucher le fond lui avait appris à remonter. Perdre tout lui avait montré ce qui comptait vraiment. Il était passé de l'obscurité à la lumière, de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. Le voyage avait été difficile, douloureux, long, mais il en avait valu la peine. Absolument. Il pensa à l'héritage qui avait tout déclenché. L'argent qu'il avait failli perdre, celui qu'il avait finalement reçu, celui qu'il avait donné. Et si son père n'avait pas rédigé ce testament? Et s'il n'y avait eu aucune condition? Aurait-il changé? Aurait-il retrouvé le chemin vers Lena? Peut-être pas. Peut-être avait-il eu besoin de ce choc, de cette menace, de cet réveil brutal. Parfois, les gens doivent tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Parfois, la brisure est le chemin vers la guérison. Darren prit son journal. Il écrivait son histoire depuis des années, consignant le parcours, la transformation, les leçons. Il voulait laisser quelque chose derrière lui. Non pas pour la célébrité, mais pour les générations futures. Pour les jeunes qui marcheraient peut-être sur le même chemin sombre qu'il avait autrefois emprunté. Qui auraient besoin de savoir que le changement était possible, que la rédemption était réelle, que l'amour pouvait guérir n'importe quoi. Même les blessures les plus profondes, les pires erreurs, les cœurs les plus sombres. Il écrivit jusqu'à ce que sa main se crispe. Puis il posa le stylo. Il regarda page après page de mots. Sa vie réduite à de l'encre et du papier, erreur et croissance, échec et victoire, mort et résurrection. Il espérait que quelqu'un lirait cela un jour, apprendrait de ses fautes, choisirait mieux, éviterait sa douleur. Mais même si personne ne lisait jamais ces pages, les écrire avait été une guérison. Affronter son passé honnêtement, accepter pleinement sa responsabilité, célébrer sincèrement sa transformation. Le processus lui-même était une rédemption. Darren alla se coucher en pensant à demain. À l'inauguration de l'école, aux nouveaux projets d'eau, aux familles qu'il visiterait, aux problèmes qu'il aiderait à résoudre. Sa vie était toujours pleine, toujours utile, toujours porteuse de sens. L'âge n'avait pas diminué son impact. Au contraire, la sagesse l'avait amplifié. Il voyait plus clair, se connectait plus sincèrement, aimait plus purement. Les meilleures années n'étaient pas derrière lui. Elles étaient maintenant. Cet instant, ce souffle, ce battement de cœur, tout était don, tout était grâce, tout était magnifique. Cette nuit-là, il rêva de Lena. Elle était jeune à nouveau, souriante, dansant. Elle lui prit la main. Elle lui dit qu'elle l'attendait, mais pas encore. Il avait encore du travail à faire. Des gens à aider. De l'amour à donner. Quand le moment viendrait, elle serait là. Les bras ouverts, le cœur plein, prête à l'accueillir chez lui. Jusque-là, continue. Continue de servir. Continue d'aimer. Fais que chaque jour compte. Darren se réveilla avec des larmes sur les joues. Il ressentait une paix profonde et totale. Il était exactement là où il devait être. Merci de nous avoir regardés.